encore. Oui, c'est aujourd'hui peut-être. Pardon? Pardon? 2 semaines et demie, ben donc c'est pas la fin. Autant pour moi. Donc ce matin, on va faire un cours qui était pendant longtemps un ED. Donc il va falloir que ça soit interactif puisqu'il y aura votre participation est requise. Et donc ça sera la suite. La fois précédente, on avait vu les pathologies au retour des tropiques. Maintenant, on va voir les conseils aux voyageurs pour éviter le retour avec une pathologie. Donc, moi, je suis André Pogam, je suis avec Frédéric Harrier. Donc, on a une consultation à la polyclinique de pathologie, médecine tropicale et de vaccination internationale. Donc, ces conseils aux voyageurs, ils s'inscrivent dans vos objectifs et notamment la prescription de vaccins pour le voyageur, la chimioprophylaxie antipalustre et puis aussi donner les principales règles d'hygiène. Alors, toutes ces questions sont abordées en fonction des recommandations qui sont publiées tous les ans dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire que vous voyez sur la diapositive, donc qui est notre référentiel et que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Alors, je vous ai mis l'adresse web qui est peut-être un peu compliquée, mais si vous faites dans Google BEH Conseil aux voyageurs, vous avez année par année un numéro qui est consacré uniquement à ces questions. Donc là, c'est pour vous montrer qu'est-ce que renferme ce document. Et vous voyez qu'il est extrêmement complet. Pour les vaccinations, il y a beaucoup de vaccinations qui peuvent être proposées. On ne va pas pouvoir toutes les aborder lors de ce cours, mais vous pourrez les regarder en détail dans le document. Donc le choléra, l'encéphalite japonaise, qui est la dernière vaccination proposée pour le voyageur. L'encéphalite attique, c'est très particulier dans les zones en Europe de l'Est. La fièvre jaune, la fièvre typhoïde, la grippe saisonnière. Il ne faut pas oublier que la grippe saisonnière, ça peut être proposé aux voyageurs pour ne pas avoir de problème de diagnostic différentiel avec un paludisme, au moins éliminer cette problématique. L'hépatite B, les méningocoques, la polio, etc. Et puis, évidemment, il y a un grand chapitre consacré au paludisme et tous les ans, les données épidémiologiques sont réactualisées concernant les chimioprophylaxies en fonction notamment des pays avec des tableaux, mais vous avez aussi la façon de prescrire les chimiothérapies en fonction de l'âge, avec leurs contre-indications, et puis en fonction aussi de la durée et du terrain. Vous avez les risques liés aux arthropodes, avec les moustiques, les autres insectes qui peuvent piquer, comme les punaises, voire les acariens, avec leur protection. Et puis, vous avez un problème qui se pose souvent au retour de voyage ou pendant le voyage, c'est la diarrhée, avec les conseils et le traitement éventuel que l'on peut prescrire. On aborde même dans ce document les risques liés au transport. Il y a des contre-indications à prendre l'avion, par exemple après une séance de plongée sous-marine. Il ne faut pas prendre l'avion dans les 24 heures qui suivent. Les risques liés à l'environnement, il y a des risques spécifiques dus à l'altitude en fonction notamment d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance respiratoire. Et puis vous avez les risques généraux lors de baignade, d'exposition au soleil. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement complet, extrêmement détaillé, que ça a été établi à l'aide de spécialistes, parasitologues, infectiologues, épidémiologistes, et tous les ans, donc, ils publient les dernières recommandations. Alors, dans les recommandations, il y a les comportements, évidemment les maladies sexuellement transmissibles, et puis aussi, dans certains pays, les risques qui peuvent être liés aux soins, et puis, en fonction des personnes, plus spécifiquement, est-ce qu'une femme enceinte voyage
comme un adulte en bonne santé ou un enfant, la trousse à pharmacie, et puis il y a des aspects administratifs, notamment quand on prend l'avion avec des seringues, qu'est-ce qu'il faut avoir, ou des médicaments particuliers. Et puis il y a aussi, ils insistent sur le fait de se tenir au courant d'épidémies qui peuvent provenir, enfin qui surviennent à l'étranger et qui pourraient s'implanter en France. Alors on connaît la grippe aviaire, on connaît les fièvres hémorragiques, donc tout ça est détaillé. Et notamment, quelles sont les sources de documentation ou d'alerte pour toutes ces pathologies, voire la rage. Il y a eu récemment un petit garçon qui est décédé en France, après avoir eu un contact avec un chien, je crois que c'était au Maroc, enfin dans le Maghreb, ou en Turquie. Enfin bon, c'était pas au Sri Lanka. Bon, peut-être au Sri Lanka. Donc voilà, donc ça, ce document, c'est la base et vous y retrouverez tout en détail. Donc si, à l'occasion du cours, il y a des questions pour lesquelles vous avez besoin d'approfondir vos connaissances, vous trouverez tout dans ce document. Peut-être une précision, ce document n'est pas à prendre par cœur pour l'examen du 14 quand même. Non, c'est un complément, mais c'est aussi utile pour vous-même si vous avez des questions précises. Vous allez dans une situation particulière, une femme enceinte qui va en altitude et ou la vaccination contre l'encéphalite attique, il faut dire que c'est très exceptionnel, mais vous savez que vous aurez une information pertinente dans ce document. Alors comme ça se présente sous la forme d'un ED, on va prendre un cas concret et on va commencer par une famille qui envisage un voyage, aventure brousse, entre guillemets, en Côte d'Ivoire. Alors d'abord, il faut se situer un petit peu où est la Côte d'Ivoire. Oui, en Afrique, plus précisément. Ouais, subsaharienne et de l'Ouest. Ouais. Ben voilà. Capitale, Yamoussoukro. Donc vous voyez où est située la destination du voyage. Et puis, quel est l'environnement en fait en brousse? Vous voyez ici la végétation. Le gros arbre en haut, ça peut être quoi? Un quoi? Un séquoia? Non, c'est pas... un baobab, peut-être, si ça vous dit quelque chose, le baobab. Et puis, en bas, vous voyez une végétation assez sèche et qui peut avoir parfois des épines. Et donc, il faudra penser en fait au risque de traumatisme cutané quand on se déplace dans cet environnement de brousse. Alors, la première chose qu'on fait quand on est en consultation et qu'il y a des voyageurs qui se présentent pour aller dans un pays, on regarde en utilisant Internet s'il y a des risques particuliers pour ce pays. Et ces risques, en fait, ils sont susceptibles d'évoluer très rapidement avec le temps. Les risques, ça peut être des risques, bien entendu, sanitaires avec une épidémie de fièvre hémorragique. Ça peut être des risques d'inondation, des risques de conflits, des risques d'enlèvement. Et tout ça, en fait, vous pouvez avoir ces informations en recherchant sur le site du ministère des Affaires étrangères. Alors, le site du ministère des Affaires étrangères, il commence par diplomatie.gouv. Donc, pour aller vite, vous mettez conseil, voyage Côte d'Ivoire ou voyageurs, et vous avez la liste, et vous sélectionnez celui qui est diplomatie.gouv. Et là, en fait, vous avez les dernières informations qui concernent le pays que vous avez choisi. Et vous voyez que ça commence par un bandeau où il y a la date de mise à jour. L'intérêt de ce site, c'est que le ministère, très régulièrement, il réactualise les informations. Là, c'est une ancienne diapo, rassurez-nous, oui. 16 mai 2017. Non, mais des fois, il n'y a pas besoin... Enfin bon. En fait, j'ai pris hier. Hein, mais, non, mais des fois, il n'y a pas de réactualisation particulière. En tout cas...
toujours valide le 27 février 2018. Donc en fait, ils mettent quand même quand est-ce que ça a été revu. Et une chose déjà que vous voyez, c'est que la première chose qu'ils vous disent, c'est de vous inscrire sur leur site par l'intermédiaire de Ariane. Alors Ariane, vous savez l'histoire du Minotaure et d'Ariane et de Jason, et Ariane avait permis à Jason de repartir en déroulant un fil pour qu'il trouve la sortie du Minotaure. Donc pourquoi s'inscrire sur Ariane? L'intérêt, c'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez mis votre mail, vous mettez dans les informations la date de votre voyage et la durée de votre voyage, et si il y a des informations supplémentaires qui sont mises sur le site entre votre consultation et votre inscription, il vous les envoie directement par mail. Donc c'est extrêmement précieux de s'inscrire sur Ariane, et c'est ce qu'on dit nous à tous nos voyageurs, notamment pour des destinations en Afrique qui sont assez... Effectivement, ça peut sembler comme un flicage ou un fichage de l'orientation de ce qu'on fait, mais de toute façon, vous imaginez bien que rien que par le visa, les compagnies aériennes, etc., on connaît votre voyage. Là, l'important, c'est de vous informer en cas d'événements majeurs qui peuvent être importants de porter à votre connaissance. On n'est pas toujours, quand on est en voyage à l'étranger, en train de regarder les informations locales. On ne sait pas si il peut y avoir de temps en temps des bouleversements au niveau politique, des événements importants de type, je ne sais pas, tremblement de terre. Il peut y avoir des problématiques, évidemment, d'épidémie. Voilà, donc ça vous permet, si vous voulez, d'être au courant. Alors bon, ce n'est pas évidemment une obligation, mais ça permet un peu, quand il y a un problème, imaginons une grande... Enfin, vous avez déjà entendu parler, parce que c'est quand même des endroits, alors là, la Côte d'Ivoire est peut-être un peu, on va dire, c'est plus politique, mais en Amérique du Sud, il peut y avoir des grands tremblements de terre ou des choses comme ça. Ça permet de recenser les personnes, de savoir si potentiellement vous êtes pris dans des problèmes de bouleversements locaux et de rassurer ou pas la famille et de lancer des recherches. C'est ça l'idée. Évidemment, ça n'a en rien un caractère obligatoire. Absolument pas. C'est juste une information. Donc vous voyez qu'il y a des onglets, sécurité, entrée, etc. Donc si on clique sur santé, vous voyez que là, ça commence avant le départ. Consultez votre médecin traitant ou un centre de médecine tropicale. Et là aussi, c'est une information importante. Il commence par dire aux voyageurs qu'il faut qu'ils contractent une assurance rapatriement sanitaire. Donc ça aussi, c'est un message important. C'est que les soins dans certains pays n'ont pas du tout les mêmes qualités que dans des pays, disons, industrialisés, quand c'est des pays en voie de développement. Et donc, il faut anticiper un rapatriement et savoir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et puis, donc, maintenant, à vous de jouer. Quelle est la vaccination obligatoire pour cette destination? Pardon? Non, là, j'ai pas... Oui, là-bas, la fièvre jaune. Et vous disiez quoi? Alors, obligatoire, ça veut dire qu'on ne peut pas... c'est une obligation, donc il n'y a qu'une seule vaccination qui est obligatoire. Et c'est effectivement la fièvre jaune. Obligatoire, attention, hein, ça veut dire que quand on arrive dans le pays, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont déjà voyagé sans doute, dans des endroits où on vous montre, vous arrivez avec votre passeport à la douane, et si vous n'avez pas cette vaccination, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Alors, ça veut dire que c'est ça l'obligation. Alors même, ça va plus loin, c'est-à-dire que quelle est la région française où la vaccination, enfin le département d'outre-mer pour lequel la vaccination fièvre jaune est obligatoire? La Guyane. Eh bien, si vous allez prendre votre avion pour la Guyane sur Air France, et que là, ils vont vous demander votre vaccination fièvre jaune, et si vous ne l'avez pas, vous n'embarquerez pas, pour éviter que sur place, on vous dise il y a un problème. Donc, la vaccination fièvre jaune, c'est la seule vaccination qui puisse être obligatoire. Alors, vous voyez que sur le site
du ministère, vaccination, un vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer et séjourner dans le pays, un contrôle du carnet de vaccination est effectué à l'arrivée en Côte d'Ivoire. Bon, après, il y a d'autres vaccinations qui peuvent être conseillées, mais ce qui est obligatoire, c'est la fièvre jaune. Maintenant, il y a une particularité, parce qu'il y a un deuxième vaccin qui peut être réclamé pour des pèlerins qui vont où? Oui. Non. À la Mecque. Ouais. Et quel est le vaccin qui va être réclamé par les autorités d'Arabie Saoudite pour leurs pèlerins? La fièvre jaune? Non. C'est une maladie qui va être favorisée par la promiscuité. Parce que vous savez que les pèlerinages à la Mecque, il y a une grande densité de population, donc c'est une bactérie qui est très fragile. Et chez nous, le vaccin vient d'être obligatoire parmi les 11 vaccins qui sont obligatoires. Pardon? Bon, la méningite. Okay. Donc, il y a deux vaccins qui peuvent être exigés. Le premier, c'est la fièvre jaune, et le deuxième, qui est un peu plus particulier parce que très, très ciblé, c'est la méningite pour le... Alors, pour préciser, puisque le vaccin contre la méningite, c'est pas le vaccin AC, c'est l'ensemble avec le Y135. Enfin bon, bref, vous avez fait de la bactério, on en reparlera. Et ce vaccin est obligatoire pour les gens qui vont en pèlerinage, pas pour les gens qui vont en Arabie Saoudite. D'accord, c'est uniquement pour le pèlerinage. C'est pour cette histoire de promiscuité. Et il est demandé pour l'obtention du visa et du billet d'avion par les agences de voyage. Donc, ce sont des vaccins qui sont faits bien en amont pour que les personnes qui aillent là-bas, alors évidemment de France, soient vaccinées. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut être amené à être discuté. Et ces deux vaccins qui sont obligatoires, peut-être t'en parleras après, ou je sais pas, oui. sont deux vaccins qui ne sont délivrés que dans des centres spécialisés sur lesquels il y a un tampon, un papier jaune. Vous connaissez le carnet jaune de l'OMS qui marque le fait que vous avez été vacciné. Donc ce ne sont pas des vaccins que l'on fait simplement chez le médecin traitant. Donc, la fièvre jaune en Afrique, vous voyez que ce n'est pas toute l'Afrique qui est concernée. Donc, sur cette carte, vous voyez les pays qui sont en rouge. C'est des pays pour lesquels cette vaccination est soit obligatoire, soit fortement recommandée. Alors, la question, est-ce que c'est obligatoire pour aller au Sénégal ? Eh bien, si vous allez... D'après la recommandée. Oui, non. En fait, si vous allez sur le site du ministère, ils vous disent que ce n'est pas obligatoire pour le Sénégal, mais fortement recommandé. Hier, j'ai vu une personne qui allait au Sénégal et elle m'a dit que les autorités en ce moment exigeaient la vaccination à l'aéroport. Et sur le site du ministère, ils précisent que la vaccination officiellement n'est pas obligatoire, mais que à l'aéroport, ils peuvent l'exiger. Ça veut dire qu'en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais en tout cas, elle est recommandée. Il y a aussi certains endroits où la vaccination est obligatoire pour des personnes qui ont séjourné dans des zones d'endémie. Par exemple, si vous venez de RDC et que vous allez en Tanzanie, vous devez avoir une vaccination parce que vous venez d'une zone d'endémie. Voilà. Alors, la vaccination fièvre jaune... Quand on est vacciné, quel est le délai minimum pour pouvoir rentrer dans le pays où il est obligatoire? Donc on se fait vacciner, est-ce que le lendemain on peut aller en Guyane? 10 jours. Voilà, donc il y a un délai réglementaire minimum. Donc c'est une vaccination qu'il faut anticiper. Ce n'est pas le jour la veille du départ qu'on doit le... Et après, on verra après, mais c'est... Après combien de temps est valable cette vaccination? Bon, elle est valable à vie. Bon, on en reparlera après. Pendant longtemps, c'était un rappel tous les 10 ans. Donc, deuxième question. Quelle est la maladie parasitaire potentiellement mortelle nécessitant une prophylaxie? Très bien.
Donc là, toujours sur le site, vous voyez paludisme. Alors la Côte d'Ivoire est classée zone 3 pour le risque de paludisme. Alors maintenant, c'est plus classé en zone, c'est directement des recommandations en fonction des pays. Avant le départ, il convient de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un centre de vaccination de maladies tropicales. OK. Alors, le paludisme en Afrique, vous voyez les zones qui sont avec une transmission importante du paludisme qui concerne quand même beaucoup l'Afrique centrale équatoriale, mais donc il n'y a pas de risque véritablement de paludisme en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud. Ce n'est pas toute l'Afrique. Et puis en Afrique, en fonction des contextes écologiques, évidemment, ce ne sont pas les mêmes risques, le même risque d'être infecté. Les pays qui ramènent le plus de personnes infectées sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, à la fois pour le nombre de personnes qui y vont, et puis le taux d'endémie. C'est-à-dire qu'une personne qui va à Dakar pour un congrès pendant 3 jours n'a pas le même risque qu'une personne qui va travailler pour une ONG en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. D'accord ? C'est à évaluer, non pas en termes de strictes recommandations, puisque les recommandations disent qu'il faut mettre une chimioprophylaxie, mais en fonction de justement votre appréciation du cas et des personnes qui sont en face de vous, de mettre plus ou moins la pression sur tel ou tel risque potentiel. Donc là, on a vu les 2 premières grandes questions à se poser. Est-ce que le voyage nécessite une vaccination contre la fièvre jaune? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a du paludisme dans le pays qui va être voyagé, de destination? Alors maintenant, quels sont les autres risques infectieux à envisager pour cette famille qui va en Côte d'Ivoire? Quelles maladies infectieuses à quelles maladies infectieuses vont-ils être exposés? Et là, on pourra voir si éventuellement il y a des vaccins à leur proposer, puisqu'on est dans la prophylaxie et les conseils. Non, alors là, on essaye d'identifier des infections pour lesquelles éventuellement on aurait des vaccins, pour dire il y a un risque, mais on a un vaccin. Alors on va par exemple parler des infections virales. Les hépatites. Donc qu'est-ce qu'il y a comme hépatite pour lesquelles on a des vaccins? A et B. À laquelle des deux le voyageur va être plus particulièrement exposé et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une contamination orofécale. Donc c'est une contamination alimentaire. Donc hépatite A et aussi l'hépatite B. Donc ça c'est un risque et on a des vaccins contre l'hépatite A et contre l'hépatite B. Ensuite, quelles autres pathologies infectieuses? Pour lequel on a des vaccins. Oui. Vous en connaissez combien des vaccins contre les maladies infectieuses? Par la rougeole, les oreillons, ouais, bon, on va passer ça, admettons qu'on soit vacciné. La diphtérie, tétanos, polio, bon ça en général on est vacciné. Oui. Hein, mais on plus spécifiquement, dans le cadre d'un voyage, l'hépatite A, c'est une vaccination du voyageur. On peut associer l'hépatite B s'ils n'ont pas été vaccinés. Vous vouliez dire la typhoïde. Donc c'est dû à quoi la typhoïde? L'agent? Virus, parasite, bactérie? Alors? Oui? Une? Bactérie, oui. Salmonelle, non? Salmonella typhi. D'accord. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit garçon peut-être qui s'est contaminé au Sri Lanka. Il était mort de... Est-ce qu'il y a un vaccin contre la rage? Oui. Alors, pardon? Oui. C'est quand même plus un vaccin du voyageur qu'en France, parce que la rage est endémique dans beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique.
Donc on peut discuter en fonction des conditions du voyage, de l'âge du voyageur. Donc je ne dis pas qu'on va vacciner, on vaccine rarement contre la rage, mais c'est une possibilité, ça existe. La rage, vous vous rappelez la transmission ou pas? Allez, vas-y. Pardon. La salive de quoi? Des animaux, des mammifères, hein, infectés. Ça peut être un chat, un chien, souvent un chien. Et c'est évidemment les chiens qui nous mordent dans la rue, qui sont potentiellement porteurs de... En France, il n'y a plus, parce qu'on a vacciné tous les chiens et tous les renards, donc il y a plus c'est plus considéré comme endémique en France. Mais je sais que par exemple au Cambodge, c'est un vrai problème de santé publique avec plusieurs centaines de morts par an de la rage. Humain, je parle. Donc c'est des choses à évaluer. La problématique de la vaccination contre la rage, c'est qu'elle n'est pas stérilisante, c'est-à-dire qu'elle n'empêche pas le fait qu'on se revaccine une fois qu'on est mordu dans un centre, mais en général, on dit qu'elle est... Ça retarde l'évolution. Voilà. Alors, si je vous parle de Zika, de dengue, de chikungunya, quel est le point commun à ces trois infections virales auxquelles peut être exposé un voyageur? Pardon? Oui, le vecteur, c'est quoi? Voilà. Donc, ces maladies, on appelle ça des arboviroses. Arthropodes borne virose, mais en fait, c'est des moustiques. Donc là, il y aura peut-être une prophylaxie à proposer. Enfin, on parlait de pathologies infectieuses tout à l'heure qui peuvent être transmises par le péril fécal. Quelles sont, vous pouvez m'en citer quelques-unes? Le choléra. Des parasites éventuellement. Bilharziose, est-ce que c'est dû à l'alimentation, contamination orofécale? C'est-à-dire cutanée, pénétration transcutanée. Donc ça ne fait pas partie du risque. Le risque, ça va être la marche en eau douce ou le bain en eau douce. L'amibiase, oui. Bon, donc, les risques, il y a donc les hépatites, la méningite qu'on avait vu tout à l'heure, les diarrhées, il y a amibia, giardiase et la fièvre typhoïde. Il y a le premier septénaire de la fièvre typhoïde qui donne une diarrhée, le deuxième qui va donner jusqu'au tuphos avec l'atteinte neurologique. Les arboviroses, il y a aussi des maladies qui peuvent être transmises par les tiques, comme les rickettsioses. Et puis, en pénétration transcutanée, vous avez aussi l'anguillulose. Enfin, bon, les maladies sexuellement transmissibles. Donc tout ça, c'est une exposition qui est majorée chez le voyageur. Donc ça, on a pris maintenant une autre destination qui est la famille Y après la famille X. Et eux, ils se disent qu'ils vont faire une croisière fluviale en Amazonie guyanaise. Donc pareil, il faut quand même situer le pays. Quelqu'un connaît, a déjà voyagé sous les tropiques ou pas? Ici, à part nous, mais... entre les deux tropiques, entre tropique Cancer et tropique du Capricorne. Ouais, vous avez été où? Sénégal, Mozambique, Tanzanie, d'accord. Vous avez été vacciné avant? Vacciné pour? La fièvre jaune? D'accord. Ok. C'est tout comme voyage? Non? Non, mais c'est juste pour vous dire que ce type de voyage et ce type de questions, ce sont quand même des choses qui existent, hein, pour lesquelles vous serez confrontés. Donc, c'est évidemment ça semble être un catalogue, et effectivement, c'en est un, mais c'est une gestion du risque qu'on va vous demander de faire en amont, quoi. Et c'est important. Alors, c'est pas forcément c'est la croisière fluviale, c'est des gens qui vont aller en Amazonie, en Guyane, et puis ils vont aller remonter le fleuve Maroni parce que
Ils savent que là-bas, c'est joli. Après, aller à Kourou, ils vont aller remonter le fleuve. Et il faut connaître un peu, ils vont vous poser des questions sur les risques, quoi. Voilà. Donc là, vous situez sur la carte, au nord du Brésil, la Guyane, et vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup de fleuves en Guyane. Là, c'est en vert, c'est très, très, très vert, très dense en végétation. Et d'ailleurs, voilà un peu, Frédéric, qui connaît bien, peut commenter les... Ouais, je connais très bien. Ce sont des forêts complètement inaccessibles et en fait, on se balade uniquement par les rivières, sur des fleuves, et on a une journée ou deux de pirogue pour aller d'un endroit à un autre. Alors on passe évidemment, on peut aller par avion, mais il faut juste, si on reprend la carte d'avant, juste pour vous donner un exemple, c'est que, vous voyez Maripasoula, là, en bas à gauche, côté du truc Suriname, là, Maripasoula, c'est une ville qui est sans doute la plus grande commune en superficie de France, mais où il y a 2000 personnes. D'accord. Et ça, c'est à peu près grand comme, on va dire, la Bretagne, quoi, la Guyane française. Donc, si vous voulez, vous avez des grands espaces avec rien dedans et voilà, des fleuves sur lesquels on va. Donc, c'est des endroits où il y a deux choses. Il y a des risques potentiels liés à l'écologie. Et puis, il y a aussi un éloignement des centres de santé. On n'est plus à 20 minutes, comme on l'est en France métropolitaine, d'un SAMU, quoi, d'un urgence. Donc là, est-ce qu'il y a des risques infectieux à envisager ? Alors on revient sur le principe de tout à l'heure. Les deux grandes questions qu'on s'est posées, il faut se les poser actuellement. La fièvre ? Voilà, alors qu'est-ce qu'on répond à ces questions-là ? Est-ce qu'il y a de la fièvre jaune ? Pas quand on est français. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que si vous alliez en Guyane et que vous prenez l'avion Air France et que vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune... On t'écoute pas, André. Non, mais on m'écoute pas, bon. Donc en fait... Il y a eu déjà, il y a 6 mois, il y a eu un mort un mort de fièvre jaune en Guyane. Hein. Et en ce moment, il y a une épidémie de fièvre jaune au Brésil. Donc ce qu'il faut que vous reteniez concernant la fièvre jaune, qu'il y a 2 zones qui sont concernées, et uniquement ces 2 zones, c'est l'Afrique, et l'Afrique noire, et l'Amérique du Sud. Dans les autres pays, il n'y a pas de fièvre jaune. Maintenant, on va voir. Si je suis guyanais, est-ce que la fièvre jaune peut être obligatoire pour un voyageur qui va en Inde ? Il n'y a pas de fièvre jaune en Inde. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ? En fait, si vous venez d'un pays où il y a de la fièvre jaune, c'est-à-dire que pour un Français qui va en Inde, il n'est pas obligé d'être vacciné contre la fièvre jaune pour aller en Inde. Mais vous êtes africain, vous êtes camerounais, vous allez en Inde, les autorités indiennes exigent une vaccination fièvre jaune pour les gens qui sont issus de zones d'endémie. Donc la question, c'est pourquoi ils font ça, puisqu'il n'y a pas de fièvre jaune chez eux. Pardon ? Oui. Et alors, pourquoi il pourrait y avoir de la fièvre jaune en Inde ? Pourquoi on ne le demande pas en France, voilà, quand les gens viennent du Cameroun, ouais. Là. Exactement. C'est parce que le moustique Aedes aegypti, qui est le vecteur de la fièvre jaune, est présent en Inde. Donc ce qu'ils ne veulent pas, les Indiens, c'est qu'on importe cette maladie chez eux. Donc en fait, cette exigence, c'est pour se protéger. Alors que quand on exige la vaccination du voyageur pour la Guyane, c'est pour qu'il se protège, lui. D'accord ? Alors, moi, je n'ai pas cette notion et je ne pense pas que ce soit une bonne recommandation. Je pense que les obligations actuelles sont une vaccination obligatoire. Voilà. Et moi, je vous conseille de vous vacciner contre la fièvre jaune, et je pense que, en particulier quand on va en Guyane française.
Je pense que, faut revoir un peu sur le site, mais pour moi, les derniers sites, c'était sûr. Oui, c'est oublié. Voilà, donc c'est une fausse information. Oui. Pour la Guyane? À partir du moment où il y a un cas et que jusqu'à présent, au niveau administratif, moi je suis pas virologue, arboviro, et je peux me renseigner parce que je connais les gens qui bossent là-bas sur ça. Je pourrais avoir des informations rapides, mais pour moi, la Guyane française était une zone d'endémie, en particulier parce qu'il y a le vecteur et parce qu'il y a une forte population brésilienne qui vivent sans vraie sécurité, cordon sanitaire qui font qu'ils sont vaccinés. Donc pour moi, oui, je pense que c'est une zone d'endémie. Si elle n'est pas prouvée, elle est fort probable. Voilà. Après, c'est difficile de dire à quelqu'un, vous allez juste dans cette zone et vous n'allez pas vous déplacer à côté. Et de dire au vecteur, vous restez à la frontière et vous n'allez pas dans la zone. Donc moi, ça ne me paraît pas... ça me paraît très discutable de limiter ce vaccin pour les gens qui vont en Guyane. En tout cas, je n'ai pas vu passer d'informations en disant vous pouvez ne pas exiger la vaccination pour quelqu'un qui va dans une zone. Alors donc, fièvre jaune, oui. Paludisme. Paludisme en Guyane. Oui ou non? Oui. Il y a deux départements français où il y a du paludisme de façon endémique. Ce sont la Guyane française et la Réunion. Non, mais c'est pas loin. C'est un nouveau département. Mayotte. En fait, en Guyane française, il y a du paludisme, mais... Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout à l'heure, on a vu la brousse, et vous avez vu que la végétation était plutôt sèche et très limitée. Là, c'est une zone extrêmement humide. Extrêmement humide. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir plus particulièrement comme maladie transmise par des vecteurs, et notamment les moustiques? Il va y avoir, donc on a dit la fièvre jaune, et puis il va y avoir les arboviroses dont on a parlé tout à l'heure, le chikungunya, etc. Et puis il y a aussi en forêt, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est une grande forêt tropicale, la Guyane. Il y a aussi la transmission d'un parasite qui est un protozoaire et qui est transmis par un insecte hématophage qui n'est pas le moustique et qui s'appelle le phlébotome. Qu'est-ce qu'il transmet J'ai fait le cours, on va voir si ça s'en rappelle. Qu'est-ce que ça transmet comme parasitose? Leishmaniose, bravo. Donc, en fait, on recoupe des risques identiques à l'Afrique avec quand même plus de risques dus à des moustiques ou des insectes, parce que là, il y a une grande pullulation de cette faune forestière quasiment toute l'année. Et puis, vous avez évidemment les maladies du péril fécal, notamment amibiase, giardiase et typhoïde. Donc, en fait, il y a plus de risques vectoriels en Amazonie qu'en Afrique, surtout si on y va pendant la saison sèche. Par contre, il y a une maladie qu'il n'y a pas, c'est la bilharziose. Oui. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut se baigner dans les fleuves, là, pour le coup, il y a pas à part les piranhas. Ben sinon, donc, la fièvre jaune, c'est, on a dit, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et vous voyez sur cette carte les zones endémiques de fièvre jaune. Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est pas toute l'Afrique, c'est pas toute l'Amérique du Sud. Et bien entendu, il n'y a pas de fièvre jaune en Asie. Même quand je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être réclamé quand ce sont des voyageurs qui sont issus de zones d'endémie par les autorités des pays d'Asie. Donc le paludisme. Frédéric, si tu veux commenter la carte. Non, oui, enfin, c'est juste qu'il faut bien comprendre que, je ne sais pas si vous voyez la carte et si vous avez une carte géographique dans la tête, c'est le bassin amazonien.
Donc en gros, il n'y a personne là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes, non, j'exagère peut-être, mais 1 ou 2 millions de personnes. Donc oui, c'est grand, mais il n'y a personne. Donc en fait, c'est vraiment des micro-épidémies. Si par exemple une personne, pour le cadre de son travail, doit aller à Kourou pour aller voir décoller une fusée et revenir, la probabilité qu'il ait un palu est très 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 faible. On va dire presque inexistant. Si par contre il dit, encore une fois, je vais à Maripasoula parce que dans le cadre d'un travail avec, je sais pas quoi, les gendarmes pour regarder les problèmes miniers, on doit aller là-bas pendant 1 ou 2 semaines, les risques sont plus importants. Je dis ça, c'est encore une fois, il faut rester simple. Vous êtes dans une zone à risque paludisme, vous donnez une chimioprophylaxie. Mais dans le cas où, dans votre relation patient-médecin, vous voyez qu'il y a certaines contre-indications ou des problématiques de réflexion ou de choses comme ça, vous pouvez, en fonction, évidemment, du relationnel que vous avez avec le patient, c'est d'adapter en fonction des micro-épidémiologies. Par exemple, quelqu'un qui va en Côte d'Ivoire, la question ne se pose pas. Quelqu'un qui va, encore une fois, à Kourou ou pour un congrès 3 jours à Dakar, la question peut se poser. Elle peut se poser, mais elle ne se pose pas en termes administratifs. C'est-à-dire que vous êtes quelque part, si vous suivez les recommandations du BEH comme elles doivent être faites, il faut rester assez simple. D'autant que les chimioprophylaxies antipalustres sont maintenant tout à fait abordables en termes de prix et très bien supportées et très efficaces. Donc là, c'était pour vous dire que ces dernières années, il y a eu émergence de nouvelles infections, nouvelles maladies, et notamment, il y a eu ce qu'on appelle le Zika, hein, et le Zika qui s'est développé notamment au Brésil, après en Inde, il y a quelques foyers aussi en Afrique et en Guyane, bien entendu, puisque c'était le grand foyer, c'était au Brésil. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir survenu de nouveaux problèmes sanitaires, et notamment dus à des transmissions vectorielles. Et donc, pour le Zika, dans le conseil, il y a cette problématique de contamination sexuelle, parce que, bon, on peut dire vous protégez des piqûres de moustiques, mais on s'est rendu compte que le virus pouvait être présent dans les sécrétions séminales pendant longtemps, et notamment au moins 1 mois. Donc il y a, attention, les femmes enceintes qui vont dans une zone où il y a du Zika, et attention aux relations sexuelles avec les personnes de zone d'endémie, et ça peut être prolongé après le retour. Donc ça, c'était pour vous dire qu'il peut y avoir parfois des risques un peu spécifiques, et ça, c'est un des derniers risques qui a été identifié ces dernières années. Alors, quelles sont les règles d'hygiène et de prévention hors vaccin et paludisme, qu'on a déjà parlé, pour les 2 destinations? Alors, on va commencer par les risques, pour éviter les risques de transmission alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, pas manger de crudité, c'est un peu, oui. Boire de l'eau en bouteille. Alors, l'eau en bouteille, théoriquement, on recommande de décapsuler soi-même ses bouteilles, mais enfin, il arrive quand même des fois à recapsuler de l'eau qui n'a pas été... Bon, eau, crudité, la cuisson, d'accord. Bon, donc tout ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est la lutte contre le péril fécal, et il ne faut pas oublier, vous êtes médecin, de se laver les mains quand on sort des toilettes et avant de manger. Et si on n'a pas le savon, la serviette et le lavabo, nous, on prescrit sur l'ordonnance un gel hydroalcoolique pour, dans toute situation, pouvoir se désinfecter. Mieux que l'eau en bouteille, hein, qui peut être recapsulée, c'est de boire de l'eau qui a bouilli à peu près 1 minute. Et donc, dans beaucoup de zones où l'hygiène n'est pas au top, on peut trouver du thé. Et c'est un bon moyen de prendre une eau
relativement sûr. Alors après, je sais pas, il y a des histoires de paille avec des filtres, etc. Mais enfin, c'est peut-être pour les aventuriers qui vont dans la rivière boire l'eau. Donc, bouteille, boire du thé, et puis les fruits, on peut les manger, il faut les peler. Alors, les crudités, on peut être radical et les supprimer. Sinon, on peut les laver soigneusement. Après, est-ce qu'on peut prendre des glaces? Est-ce qu'on peut prendre des smoothies? Non. Est-ce qu'on peut prendre un whisky avec plein de glaçons? Non, il faut éviter les glaçons. Donc, il y a un slogan, hein, peel it, cook it or forget it. Donc, je pense que ça résume bien. Tu peux faire une traduction? Oui. On le pèle, c'est ça? Voilà. On le pèle, on le cuit ou on l'oublie. Ceci étant, il y a quand même des bémols. Moi, je suis là pour mettre quelquefois des bémols. Le premier, c'est qu'il faut bien différencier les diarrhées infectieuses de type shigellose, amibiase, dysenterie, qui sont des diarrhées infectieuses liées à l'alimentation, à ce qu'on peut appeler les troubles du transit, qui sont liés potentiellement à un changement de microbiome, hein, qui est un peu identique à celui que vous pouvez avoir quand vous sortez quand vous avez mangé la veille dans un Indien ou un truc comme ça. En France, on n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes fonds donc on peut avoir en gros des désordres de type de transit sans que ce soit une vraie infection. Il ne faut pas non plus être trop vigilant par rapport à ça. Et ce que je veux dire, c'est que de la même façon que je sais pas quoi, des Indiens ou des Africains, quand ils arrivent à Paris, pareil, ils ont aussi un désordre du transit lié à la réadaptation de votre microbiome à un nouvel environnement. Voilà. Donc on appelle ça la tourista. Et en fait, c'est une diarrhée d'accommodation, d'adaptation à un nouveau rythme, une fatigue et une nouvelle alimentation. Donc ça, on va voir comment on peut la prendre en charge sans prendre d'antibiotiques. Ça c'est assez banal, mais ceci dit, les recommandations générales, c'est pour éviter les diarrhées infectieuses. Ce que dit Frédéric, c'est qu'on ne peut pas totalement éviter des désordres intestinaux dus à une période d'adaptation à une nouvelle alimentation et un nouveau rythme de vie. Donc ça, on a vu pour le péril fécal. N'oubliez pas le lavage des mains. Et comportemental, est-ce qu'il y a des comportements qui vont permettre d'éviter certaines expositions à des infections? Pardon? Alors, sur le sable, au bord de mer, éventuellement, et pour qu'est-ce qu'on évite en prenant cette disposition? Surtout si sur le sable de la plage où vous êtes, vous voyez des chiens errants. Donc en fait, on veut éviter la pénétration transcutanée d'un parasite digestif du chien qui est susceptible de pénétrer la peau du touriste qui est sur la plage. Et il va avoir sinon un sillon serpigineux très prurigineux au niveau souvent des pieds, mais ça peut être aux zones de contact, si c'est allongé, ça peut être sur le dos, sur les fesses, etc. Ça s'appelle le larbiche, hein, c'est un ankylostome du chien. Et donc ça, c'est effectivement, il faut éviter de marcher pieds nus sur les plages où il y a des chiens, et notamment sur les zones qui ne sont pas recouvertes par la marée, s'il y a des marées. Donc, comportemental. Et donc, ça, on a parlé, éviter de marcher pieds nus sur le sable, mais il y a d'autres endroits où il faut éviter de marcher pieds nus pour... Donc, en fait, c'est ce qu'on disait, la bilharziose, c'est aussi éviter de marcher pieds nus sur un terrain boueux, mais là, c'est de l'eau douce, hein, pour les bilharzioses. Est-ce qu'il y a un danger à aller nourrir des
des singes, essayer de les caresser, etc. Hein? Et ça, c'est quoi le danger? On en a. Oui, alors et s'il mord, qu'est-ce qu'il peut transmettre? La rage. Donc en fait, s'il y a des enfants, il faut préciser aux parents qu'il faut éviter les morsures des enfants dans des pays où il y a de la rage. Si l'enfant a été mordu ou la personne a été mordue, quel est le premier geste à faire? Avec quoi? Voilà. Donc en fait, le virus de la rage est fragile et la première chose, ça doit être de trouver du savon et de, évidemment, on ne va pas suturer si c'est une plaie importante parce que vous savez qu'il ne faut pas faire pénétrer le virus profondément dans les tissus avec une aiguille. Quel est l'agent infectieux qui est favorisé par la chaleur et l'humidité? Qu'on va trouver au niveau des plis, qui donne des rougeurs. Hein? Oui, des champignons. Donc là, comment on peut faire pour éviter d'avoir des intertrigos au niveau des plis inguinaux, des aisselles, etc. Puisque c'est favorisé par la chaleur et l'humidité. Pardon? Il faut porter des vêtements amples, si possible en coton, en changé, et surtout si on est dans un climat très chaud et très humide. Enfin, évidemment, on parle toujours des maladies sexuellement transmissibles. Donc ici, on remet quand même le lavage des mains. J'insiste sur se laver régulièrement les mains. Et puis après, vous avez bain et marche en eau douce. Évitez de toucher les animaux, vivants ou morts. Alors ne pas sécher le linge à l'extérieur ou le repasser soigneusement. Pardon, c'est quoi? Oui, c'est ça. Donc c'est en fait pour éviter qu'il y ait des mouches qui viennent pondre sur le tissu, leurs œufs. Et après, quand le drap va être au contact de la peau de son propriétaire, l'asticot va pénétrer et donc là, il y a un risque de miase. Et donc la prophylaxie, c'est si on a mis ça en plein air, c'est de repasser pour détruire. Donc les chaussures, en général, c'est une bonne chose. Et puis éviter les rapports sexuels non protégés. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa trousse de voyage? Du? Oui. Pardon? Des? Un répulsif contre les moustiques. Des antalgiques. Qu'est-ce que vous mettrez comme antalgique? Oui, alors il faut éviter l'aspirine, hein, de plus en plus. Si vous avez une personne qui a un traitement chronique, est-ce qu'il y a des conseils à lui donner? Voilà, docteur, j'ai une hypertension, j'ai un peu de cholestérol, donc je prends du Lipanor, du machin, etc. Et je vais... Pardon? Oui. Oui, alors l'ordonnance, qu'est-ce qu'il y a une particularité sur l'ordonnance? Bah oui. C'est-à-dire qu'en fonction de la destination, il faut avoir une ordonnance en anglais, il faut avoir les médicaments pendant toute la durée du séjour qui est envisagé, et même au-delà. Il ne faut pas les mettre dans la valise, mais les avoir en bagage accompagné, parce que si on perd sa valise, et pourquoi ça poserait un inconvénient d'aller racheter les médicaments sur place, en se disant que ça sera peut-être un peu moins cher. Pardon? Si, ils existent. Voilà, non, le problème c'est ça. C'est qu'il n'y a pas la même sécurité et les mêmes contrôles que chez nous. Il y a beaucoup de contrefaçons. Donc effectivement, vous allez le payer beaucoup moins cher, mais ça ne sera peut-être pas du tout efficace. Donc il ne faut pas se dire, j'achèterai sur place, il faut avoir son traitement. Bon, après, il y a des histoires aussi de décalage horaire avec s'il y a des prises toutes les heures. Bon, enfin ça, il faut voir avec
son médecin traitant, l'heure des prises, et puis avoir... Donc il y a quand même, pour les traitements chroniques, des dispositions à envisager. La première étant d'avoir le traitement en quantité suffisante et d'avoir une ordonnance en anglais. Bon. Alors. Moi, je ne veux pas, je veux vraiment. Donc, il y a les compresses avec antiseptiques hein, qu'il faut avoir. Il ne faut pas oublier le coup de soleil, donc la crème solaire, écran total. Le collyre antiseptique monodose. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller en Australie avec des lentilles de contact quand on part à Roissy ? En fait, pendant les trajets en avion, il y a une dessiccation et donc il vaut mieux porter au moins ses lunettes pendant le trajet. Et puis après, suivant les conditions du pays dans lequel on est, il faut faire attention parce que la désinfection des lentilles, ou moins que ce soit des lentilles jetables, mais en tout cas, le risque de contamination des lentilles par des champignons, notamment des fusariums ou autres, ou des amibes, est quand même peut-être plus élevé dans certaines circonstances à l'étranger qu'en France. Donc moi, personnellement, je conseille plutôt aux personnes de prendre 2 paires de lunettes et de ne pas porter en façon continuellement leurs lentilles. Sinon, le collyre antiseptique monodose. Alors la pince à épiler, ça sert à quoi ? Alors ça peut enlever les tiques et aussi enlever les épines des végétaux. Quand vous êtes baladé en brousse, il vaut mieux retirer assez vite pour que ça ne soit pas le foyer d'une infection. Les désinfectants hydriques, l'hydroclonazole qu'on met dans l'eau, il faut attendre un certain délai avant au moins 30 minutes ou 20 minutes avant de pouvoir consommer l'eau. Donc faire bouillir l'eau, c'est quand même plus rapide et c'est au moins aussi efficace. Et puis si jamais vous avez un diabétique insulino-dépendant ou quelqu'un qui nécessite ou qui est allergique, qui a besoin d'avoir un matériel des injections éventuellement quotidiennes, où il faut qu'il ait son matériel et notamment l'ordonnance et qu'il se renseigne éventuellement avec la législation du pays pour savoir s'il doit le déclarer avant ou pas. Oui. Oui, bien sûr, on peut. Ce qu'il faut, c'est que ça soit signalé. Après, il y a des ambassades, des consulats. On peut savoir quelle est la législation en fait sur les médicaments et l'importation de dispositifs médicaux peut varier en fonction des pays. Donc, ce qu'il faut, c'est anticiper ça, avoir l'ordonnance, le savoir, pour ne pas se retrouver à l'aéroport baladé d'un bureau à un autre pour savoir ce qu'il faut faire. Ceci étant, je reviens sur ça, moi je ne l'ai jamais proposé, je n'ai jamais fait, mais parce que ça peut arriver aussi en France avec des infections, des piqûres de guêpes ou des choses comme ça. Et personnellement, je ne me balade pas avec une piqûre qui a des effets secondaires qui peuvent être très très importants, alors que l'indication est parfois exceptionnelle, quoi. Ce qui est vrai, c'est que moi, ce que j'aime bien aussi rajouter, c'est de dire pour les moustiques, c'est un diffuseur électrique qu'on met dans les prises, qui fonctionne particulièrement bien et qui permet, parce que normalement on dit qu'on doit dormir sous moustiquaire, mais ça marche pas. C'est pas évident de trouver une moustiquaire après insecticide partout, alors que le diffuseur c'est bien et ça marche pour tous les moustiques. Et la deuxième chose, c'est de penser aussi à prendre une prise qui adapte en fait en fonction des endroits où vous allez. C'est un conseil qui n'est pas très médical, mais qui parfois est très bien vu des patients. C'est-à-dire que quand on va dans des zones plus anglophones, etc., les prises sont complètement différentes et on se retrouve sans téléphone, sans adaptateur. Donc si vous voyez les gens qui partent un peu longtemps, n'hésitez pas, les adaptateurs, voire des prises multiples.
Alors sinon, donc l'ordonnance de vaccination, on a vu un peu les vaccins tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur l'ordonnance comme vaccin? La fièvre jaune. Alors la fièvre jaune, est-ce que ça peut être fait par un généraliste? D'accord. C'est que pour l'instant, c'est que dans des centres agréés. Et les centres agréés se trouvent essentiellement dans les centres hospitalo-universitaires. Après, il y a à Air France, à l'Institut Pasteur. Enfin bon, il y a différents centres qui doivent demander en fait un agrément pour pouvoir faire cette vaccination. Donc les vaccinations, il y a la fièvre jaune tout d'abord, puis après il y a on doit vérifier si la personne est à jour de ses vaccinations usuelles. Bon, avant c'était DTP, coq, maintenant ça va être les 11 vaccins. La grippe saisonnière, l'hépatite B, l'hépatite A, la typhoïde. Et en fonction de la destination, notamment, on vous en a parlé tout à l'heure pour le pèlerinage à la Mecque, la méningite, ce n'est pas AC, mais ACYW135, parce que c'est les sérotypes de méningo qui circulent en Afrique, et donc le AC n'est pas suffisant. Donc juste pour rappel, hein, la vaccination qui sont obligatoires et donc doivent être présentées comme étant obligatoires. Pour les autres, elles doivent être proposées, elles ne sont pas obligatoires, et elles sont faites sous l'avis après avis éclairé que vous avez donné aux patients, des risques potentiels et du fonction du terrain qu'ils ont. D'accord. Alors donc là, vous avez issu du BEH les recommandations générales pour la grippe, l'hépatite A, l'hépatite B, avec les protocoles de vaccination et les particularités liées au voyage et les recommandations selon le type de séjour. Vous avez aussi, donc là c'est les méningites, la rage, il faut quand même envisager 3 semaines au minimum avant parce qu'il y a une injection à J0, J7 et la troisième entre J21 et J28. Puis après, vous avez, mais qui sont difficiles à trouver puisque en fait, il y a souvent des ruptures de vaccins. Hein. Les industriels font ça à flux tendu. Donc en ce moment, on n'a plus d'hépatite A, mais on a la combinaison hépatite A plus hépatite B. Donc vous avez aussi une combinaison typhoïde-hépatite A. Juste, je voudrais revenir sur le vaccin contre la rage. En pratique, c'est vraiment des gens qui travaillent auprès de la faune ou dans des zones très, très isolées, hein, dans un pays, par exemple, des gens qui vont aller travailler pour la faune, dans le cadre d'une société de protection qui va lutter pour la protection de la faune sauvage au Cambodge. Et donc il va passer 6 mois, 1 an dans une zone un peu reculée et qui est à fort risque de... C'est pas le tourisme qui va à Angkor Wat pour une semaine. Hein. Oui. Après, il y a les expatriés, les pédiatres, en fait, recommandent cette vaccination pour les enfants à partir de l'âge de la marche qui vont rester plusieurs années dans un pays endémique. Et là, il est recommandé de les vacciner parce qu'on ne peut pas les surveiller et limiter les contacts avec les animaux. Donc là, vous avez les vaccinations type. La fièvre jaune, il y a un vaccin qui s'appelle le Stamaril. Maintenant, la validité est à vie. Et puis, vous avez le Repevax, maintenant, c'est 20 ans. Hein, en tout cas, les rappels. Genevac, on considère que c'est permanent, après 3 injections. L'hépatite A, pour l'instant, ce n'est pas complètement défini l'immunité, la durée de l'immunité, mais on sait que c'est au moins 10 ans quand on a fait un rappel qui doit se faire dans les 6 mois à 5 ans après la première injection. Le Tifim, c'est toujours que 3 ans, et il y a des études qui montrent que la protection est surtout maximale la première année, qu'elle décline assez vite jusqu'aux 3 ans. Les méningites, il y a les nouveaux vaccins contre la méningite qui auront peut-être une durée supérieure à 3 ans, mais pour l'instant, on n'a pas le recul. Et puis la rage, c'est un rappel à 1 an, puis après, tous les 5 ans. Donc la fièvre jaune, ça, c'était pour vous dire que cette disposition d'un vaccin à vie, elle est récente, elle date de 2016. Donc ça, c'était la consigne de dire que toutes les personnes qui avaient été vaccinées, qui avaient leur carnet de vaccination, il n'était plus exigé un rappel au bout de 10 ans. Alors maintenant, quelques petites questions. La fièvre jaune, 1 est un vaccin inactivé, 2 est un vaccin vivant atténué, 3 la souche vaccinale est cultivée sur les œufs,
4 peut être pratiqué par tout médecin, donc ça vous, bon, et 5 peut être pratiqué le jour du départ. Donc qu'est-ce qui est bon? La 3, c'est cultiver sur des œufs. Et quelle est la conséquence quand on va vacciner quelqu'un de savoir que c'est vacciné sur les œufs? Donc c'est allergie à l'œuf. Et alors, est-ce que c'est inactivé ou atténué? En gros, est-ce qu'il est vivant ou mort? Voilà. Alors vous dites inactivé, ben c'est faux. Et justement, c'est toute la problématique de la fièvre jaune, c'est que c'est un vaccin atténué. Donc, dans une certaine mesure, on peut introduire, on peut inoculer la fièvre jaune à un patient. Alors c'est pour ça qu'il y a des contre-indications chez les patients qui sont immunodéprimés et que, avant toute vaccination, on fait lire la notice du vaccin aux voyageurs pour qu'ils sachent que même s'il n'y a pas de contre-indication, il y a des risques d'effets secondaires très très rares, mais qui peuvent être graves, neurologiques ou hépatiques, voire mortels. C'est souvent des vaccins qui sont vivants sont souvent plus efficaces. Vous avez vu que c'était une injection et ça dure à vie. Donc, parmi les propositions suivantes, quelles sont les contre-indications absolues au vaccin fièvre jaune? Patient transplanté d'organes solides? Oui. Femme enceinte? Non, ce n'est pas une contre-indication absolue. C'est une contre-indication qui doit être laissée à l'appréciation du médecin. Je ne le fais pas, personnellement. Moi non plus. Mais d'un point de vue légal, ce n'est pas interdit. Patient sous chimiothérapie anticancéreuse? Oui. Tous les patients HIV+? Non, ça dépend du degré d'immunosuppression. Et notamment, patients HIV+, si CD4 supérieur à 200, c'est ça qui est le seuil. Inférieur à 200. Oui, alors ça, c'est contre-indiqué, oui, inférieur. En fait, on aurait dû mettre supérieur. Il y a une erreur dans le... En fait, c'est les patients si les CD4 sont supérieurs. Voilà, je peux corriger. Est-ce que tu en parles là de ce qu'on fait s'il y a une contre-indication? Alors là, en fait, il y a le tableau, ça c'est intéressant, du BEH, qui précise justement les recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques. Donc les patients qui vont être transplantés d'organes, par exemple, le transplanteur peut proposer une vaccination fièvre jaune avant la transplantation. Donc c'est en disant si vous avez l'intention de voyager avant. Et après, il y a les délais pour les gens qui ont été greffés de souche. Il faut attendre 24 mois pour envisager éventuellement une vaccination. Donc là, vous avez tous les cas qui sont listés. Et puis vous avez en bas la corticothérapie. Donc la corticothérapie, ça dépend de sa dose et de sa durée. Chez l'adulte, un patient qui a des corticoïdes 10 mg d'équivalent prédnisone depuis plus de 2 semaines ne doit pas être vacciné. Non, s'il a pris un spray de corticoïdes parce qu'il est asthmatique, ça va. Et puis l'enfant, 2 mg kilo, voilà. Juste, c'est vrai que ça arrive, moi ça m'est arrivé 2 fois déjà, de personnes qui vont être sous immunosuppresseurs, qui ne vont pas spécialement se balader maintenant, mais qui savent qu'ils vont avoir un traitement immunosuppresseur long, pour une maladie de Crohn, je me rappelle, un truc comme ça, et qui donc sont venus prescrits par la personne qui allait les mettre sous immunosuppresseur pour se faire vacciner contre la fièvre jaune avant de la mise sous immunosuppresseur et ainsi pouvoir être à la fois pouvoir voyager, mais aussi être protégé contre la fièvre jaune, mais ne pas avoir été vacciné. Alors quels sont les conseils pour la prophylaxie anti-palustre? Donc il faut suivre en fait la prescription qui fait que cette chimio-prophylaxie peut être doit être prolongée après le retour du pays d'endémie. Ce n'est pas uniquement quand on est dans le pays d'endémie. Donc, on a parlé de la prévention des piqûres de moustiques. Donc, les moustiquaires imprégnés, c'est surtout pour les gens, les expatriés qui vont vivre sur place. Mais sinon, il y a les répulsifs. Alors, est-ce qu'il y a une AMM pour les répulsifs anti-moustiques? Est-ce qu'il y a une autorisation de mise sur le marché? Est-ce que c'est contrôlé par des organismes comme les médicaments?
Non, en fait, c'est considéré comme des cosmétiques, ce qui fait qu'on peut vendre n'importe quoi avec anti-moustique, une huile essentielle, un bracelet, un appareil à ultrasons, tout ça. Ce n'est pas contrôlé. Il y a des principes actifs qui sont reconnus comme étant efficaces, et en général, ces produits-là ont des limites d'utilisation en fonction de l'âge, en fonction de la grossesse, etc. Donc, les répulsifs, ça se prescrit parce qu'on ne dit pas aux gens, bah, vous achèterez un répulsif, ils pourraient prendre un produit inefficace. Donc, les grands produits connus, il y a Insecte Écran, adultes, enfants, il y a 5 sur 5 tropiques, par exemple, c'est des produits qui sont reconnus avec... En fait, il faut qu'il y ait des insecticides dedans, sinon ça ne marche pas. Et souvent, la dénomination, c'est spécial tropique, en fait. Sinon, ça ne marche pas. Juste pour information, si ça fonctionnait, les répulsifs style géranium ou bracelet qui fait des ultrasons, évidemment, il n'y aurait plus d'arbovirose, il n'y aurait pas de Zika, il n'y aurait pas de palu non plus. Donc, c'est juste pour vous dire que pour le coup, c'est vraiment les insecticides qui sont les seuls qui protègent vraiment. Alors, comment on fait pour choisir la chimioprophylaxie? Alors, dans le BEH, vous avez une liste de tous les pays avec des recommandations en fonction des pays. Et pendant longtemps, les pays étaient classés en différentes catégories, pas de paludisme, peu de résistance, c'était par rapport à la chloroquine, et 3 résistances importantes. Maintenant, ce n'est plus le cas. En fait, directement, en regard du pays qui est envisagé, il y a une proposition de chimiothérapie avec les médicaments qu'on peut proposer. Donc vous voyez que les médicaments qu'on peut proposer, c'est Atovacone proguanil, plus connu sous le nom de Malarone, chloroquine proguanil, c'est plus tellement utilisé, c'était la savarine, doxycycline, mefloquine, et puis chloroquine, c'était maintenant, il n'y a quasiment plus de pays où ce produit est utilisable. Donc ça, qu'est-ce que je dois donner à mon patient pour qu'il va en Côte d'Ivoire? Ben, vous regardez dans le BEH à Côte d'Ivoire. Et vous voyez, vous avez une information transmission toute l'année dans tout le pays. Plasmodium falciparum, donc c'est l'espèce qui tue 100%, multirésistance aux antipaludiques, donc ils vous disent prophylaxie, Malarone, doxycycline ou mefloquine. Protection individuelle antivectorielle et consultation si fièvre pendant le séjour au retour. Donc ça, c'est important quand on fait la prescription de chimioprophylaxie d'un paludisme grave. On dit toujours à la personne, on ne peut pas vous garantir, même si vous suivez très précisément la prescription, que vous n'allez pas contracter un paludisme. Donc, si dans les 2 mois qui suivent votre retour, vous avez de la fièvre, il faudra signaler que vous avez été en zone d'endémie pour qu'on puisse faire un examen spécifique de recherche du paludisme, qui est frottis, goutte épaisse, recherche antigène. Donc, dans ce BEH, si vous voulez savoir quelles sont les différences entre les différentes chimioprophylaxies, vous avez ce tableau qui vous donne les posologies adultes, enfants, et qui précise en fait les modalités d'administration. La Malarone, qui est le plus prescrit, il faut prendre ça au cours d'un repas. Sinon, c'est mal absorbé. Et il faudra prendre ça tous les jours et une semaine après le retour. Attention, si le patient est sous AVK, il peut y avoir une augmentation de l'INR, donc il faudra adapter la prescription d'anticoagulants. Donc, quelles sont les chimioprophylaxies possibles pour la Côte d'Ivoire? Ben, vous l'avez vu précédemment. Le Lariam, c'est la mefloquine, oui. La nivaquine, non. La savarine, non. La Malarone, oui. Et le doxypalu, et la doxycycline, oui. Donc là, c'est pour vous résumer la durée de prise des médicaments. Vous avez en bas, en abscisse, le départ et le retour. Vous voyez qu'il y en a un qui doit débuter bien avant le départ pour des questions de tolérance et de comprimé test, c'est la mefloquine. Et puis celui qui est le plus prescrit parce que c'est le plus pratique, c'est donc l'atovacone proguanil qui ne nécessite qu'une prise de 7 jours après le retour. Le plus économique,
c'est la doxycycline, mais il faut continuer le traitement pendant 4 semaines et il y a des contre-indications, la femme enceinte et l'enfant. Je voudrais revenir sur le Lariam, la mefloquine. Vous avez sans doute entendu parler des problématiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin bon. Ça peut donner des troubles psy majeurs, hein, le Lariam. C'est pour ça qu'on le teste avant. Et c'est pour ça que moi, je ne le prescris pas. Donc en fait, vous avez les avantages des différents produits, et notamment la mefloquine. Le problème, c'est que comme c'est un comprimé par semaine, s'il y a des effets secondaires, il faut attendre une semaine avant qu'il se dissipe. Donc c'est plutôt, on va le réserver aux gens qui ont l'habitude de le prendre et qui le réclament. Sinon, on ne s'amuse pas à le tester chez des nouveaux patients. Donc quels sont les conseils pour la prévention et le traitement de la diarrhée du voyageur ? Alors, les conseils, on a vu les conseils alimentaires, mais après, s'il y a une tourista, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, bah, ça va passer, puisque c'est une tourista. En général, la tourista, entre 3 et 5 jours, spontanément, l'évolution, c'est que tout rentre dans l'ordre, on s'est adapté au rythme et à l'alimentation. Est-ce qu'il faut attendre 3-5 jours de diarrhée pour dire... Donc, 1, il y a la tourista, et 2, il y a les diarrhées infectieuses. Donc les diarrhées infectieuses, est-ce qu'il y a un traitement présomptif qui est possible? Alors les traitements présomptifs, on va le réserver aux gens qui font partie du domaine médical. Donc il y a 2 possibilités qu'on peut utiliser. On peut utiliser un antidiarrhéique et un antibiotique. Donc quel est l'antidiarrhéique qu'on utilise? Est-ce que vous connaissez comme antidiarrhéique? Alors, vous allez utiliser du racédotril, qui est le Tiorfan, hein, qui est largement prescrit chez les enfants qui ont la diarrhée, mais c'est aussi utile chez l'adulte. Et en cas de diarrhée sévère, si on est éloigné des structures sanitaires ou si c'est quelqu'un qui fait partie du domaine médical, on peut, en Afrique, prescrire, en cas de diarrhée sévère, avec de la fièvre, etc., on va prescrire une quinolone, de la ciprofloxacine, 2 grammes par jour pendant 1 à 5 jours. Et en Asie, on va plutôt prescrire un macrolide de l'azithromycine en une prise ou jusqu'à 5 jours selon la... Alors pourquoi ce n'est pas le même antibiotique à large spectre dans les 2 cas? C'est parce qu'en Asie, on a vu qu'il y avait des salmonelles, des shigelles et des campylobactères qui étaient résistants au quinolone, donc on préfère donner de l'azithromycine. On est d'accord hein, que le racédotril, enfin le Tiorfan, c'est un antidiarrhéique, ça bloque la diarrhée, ça ne traite pas la diarrhée, c'est pas du tout un antibiotique donc ou un anti-infectieux. Le Tiorfan, c'est en cas de diarrhée simple, on peut prendre juste du Tiorfan. Voilà, vous prenez ça pour pendant sinon, le si bus. Si c'est une diarrhée avec de la fièvre et du sang, il faut consulter un médecin. Mais si c'est quelqu'un qui est isolé, etc., il peut avoir éventuellement dans sa trousse sa pharmacie, selon la destination. Bon, alors maintenant, on va terminer avec nos 2 familles. Alors, vous voyez, il y a un père, une mère, une fille, un grand-mère et un neveu. Donc, le père, il a 40 ans, il est en bonne santé. Et il va en Côte d'Ivoire. Donc, lui, on va discuter l'hépatite B et l'hépatite A. Vu son âge, vous savez que ces infections virales sont immunisantes. Donc si les gens ont déjà fait une hépatite A ou une hépatite B, ce n'est pas la peine de les vacciner. Mais c'est surtout l'hépatite A qu'on va proposer. La mère, elle est enceinte. Elle veut aller en Côte d'Ivoire, faire un safari brousse. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Bon, pour moi, ce n'est pas très raisonnable, parce que la fièvre jaune, en principe, est non indiquée. Mais en fonction du bénéfice-risque, on peut le proposer. Mais enfin là, c'est des loisirs. Moi, personnellement, je ne la vaccine pas. La prophylaxie antipalustre, il y a des médicaments qui ne sont pas complètement contre-indiqués, mais qui ne sont pas recommandés parce qu'on ne sait pas exactement s'il ne peut pas y avoir un effet secondaire chez la femme enceinte. Et puis, les antidiarrhéiques et les antibiotiques, c'est pareil. Donc, on est dans l'incertitude. Donc, là, c'est en fonction
du feeling du médecin. Si on se dit, oh, bah, de toute façon, il n'y a pas de problème, on peut prescrire. Moi, personnellement, quand il y a une grossesse, je considère que ce n'est pas très raisonnable d'aller à des milliers de kilomètres dans un 4x4 pour aller voir une girafe et un lion. Voilà, donc faut faire un choix, surtout quand on voit tous les efforts qu'on fait pour les couples stériles, de PMA, de machin, etc. Donc quand les gens ont une grossesse qui est désirée, à mon avis, on ne fait pas ça. Donc c'est pas, ça dépend de chacun. Personnellement, en tout cas, on n'a pas de réponse formelle. Non, il n'y a aucun risque à vous donner tel médicament. A priori, on n'a jamais vu de problème, mais si votre enfant n'est qu'avec un bras, on pourra toujours se demander si c'était pas le médicament. Maintenant, même en Côte d'Ivoire, en brousse, il y a des grossesses qui arrivent à terme sans aucun problème. Donc c'est évidemment en rapport avec une demande qui nous fait. Est-ce que vous pouvez me proposer une prophylaxie qui va être 100% efficace et sans effet secondaire sur ma grossesse? La réponse est non. Mais c'est encore une fois, c'est pas une interdiction du tout, ni morale. Ah non, mais après c'est un choix. La petite fille, bon, on peut vacciner contre la fièvre jaune. Hein. C'est à partir de 9 mois qu'on peut vacciner. Les hépatites A, B, éventuellement le vaccin anti-méningocoque, mais ça c'est plutôt pour les enfants qui vont en famille, qui ont des contacts ou les expatriés. Si c'est juste un safari, on ne va pas la vacciner contre la méningite. La prophylaxie palustre, ça dépend de l'âge ou du poids, donc il y a des possibilités, il faut adapter, il faut regarder dans les tableaux. Et puis les répulsifs, il faut regarder aussi, il y a des tableaux de contre-indication en fonction de l'âge. Pour le thiorfan, le racédotril, il y a une forme pédiatrique, ça les pédiatres prescrivent beaucoup cet antidiarrhéique. Bon, l'imodium, à mon avis, il est moins prescrit parce qu'il peut constipé, le racédotril est plus physiologique, les quinolones sont contre-indiqués et l'azithromycine, ça serait hors AMM. La grand-mère, elle est dépressive et arythmique. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a une contre-indication d'un médicament, c'est la méfloquine. Méfloquine, un tropisme neurologique, peut donner des bouffées délirantes et peut accentuer un syndrome dépressif. Le vaccin hépatite A, on considère que plus les personnes sont âgées, plus ils ont peut-être fait l'hépatite, même de façon inapparente. Donc éventuellement, on pourrait vérifier par une sérologie. Et par contre, on peut lui donner de la malarone à cette grand-mère. Le neveu a le sida. Donc on a vu qu'il ne faut pas le vacciner si il a des CD4 inférieurs à 200. Et puis, sinon, au contraire, il faut vacciner avec les autres vaccins et insister sur les risques d'hygiène et puis les préservatifs. Voilà. Donc, pour conclure, nous, quand on voit des voyageurs, tous ces conseils prennent un certain temps. Ce n'est pas si évident de passer en revue. Il faut s'adapter en fait aussi à la personne qu'on a en face de nous, si déjà il connaît, s'il a voyagé, etc. Donc on distribue en fait une feuille A4 imprimée d'un seul côté avec 12 précautions pour voyager sous les tropiques, où on rappelle d'abord les vaccins avec la fièvre jaune, ensuite on parle du paludisme en disant que, bien sûr, évidemment, la chimioprophylaxie, qu'il faut se protéger des piqûres de moustiques. On explique que c'est une maladie due à des piqûres de moustiques et qu'en cas de fièvre, dans les 2 mois, il faut consulter, même si on a pris les précautions et suivi les recommandations. Après, vous avez l'alimentation, la boisson, les baignades, les animaux. On parle de rage, les gens... ils savent ce que c'est que la rage. Hein. Le souvenir de Pasteur est encore très, très vif chez nous. Et la chaleur, le soleil. Enfin, la pharmacie de voyage, on met qu'il faut emporter en quantité suffisante les médicaments habituels. Il y a aussi la consultation du dentiste éventuellement à voir.
et puis résumé du dossier médical en anglais si besoin en cas de maladie chronique. Et puis la première cause de rapatriement sanitaire du voyageur, c'est l'accident. Donc on insiste sur la prise d'une assurance rapatriement sanitaire et on leur dit qu'il faut qu'ils soient vigilants parce que s'ils ont toutes les vaccinations, le Malaron dans la poche, ils vont traverser sans regarder, ils vont se faire écraser par un bus et le voyage va se terminer plus tôt que prévu. Enfin, il faut absolument qu'ils s'inscrivent sur Ariane pour la plupart des séjours un peu éloignés. Et puis à la fin, il y a nos coordonnées. Voilà, donc accident, noyade sont les principaux risques sanitaires en voyage. Donc il ne faut pas louer un 4x4 parce que ça ne se conduit pas comme un véhicule standard. Il ne faut pas se dire on va voyager de nuit avec le 4x4, on va relier telle ville à telle ville. Il faut prendre un chauffeur qui connaît. Et puis il ne faut pas se dire la plage elle est super, je vais aller me baigner. Éventuellement on est. On a le droit de prendre un 4x4 la nuit, c'est en tropique, pour aller se baigner au bord de la plage quand même. Il y a un peu de rêve quand même qu'il faut garder. Mais disons qu'on n'est pas là pour vous dire qu'il y a des risques. Quoi. Non, mais les risques d'accident, il ne faut pas les sous-estimer. Et après, surtout, quand on est sur place et qu'on y est depuis un certain temps, évidemment, on connaît la situation, on a repéré les lieux. Mais quand on va 10 ou 15 jours, là, il faut être raisonnable et faire attention aux projets qu'on veut réaliser. Hein. Faut pas. Voilà. Vous avez des questions ? Bien, bon, écoutez, merci.